Bonjour Nicolas, vous êtes technicien en thermique du bâtiment. Vous travaillez dans le bureau d'études Eliasol, qui se situe dans le Jura. Oui, bonjour. Et vous êtes également donc co-auteur de l'ouvrage Le confort d'été dans l'habitat, qui est paru chez Terre Vivante dans les éditions professionnelles, co-signé avec Franck Janin, Jean-Luc Delpont, Marine Janin et donc vous-même, avec une préface de Samuel Courget. Voilà, pour les 25 ans du magazine La Maison écologique, il nous semblait intéressant de pouvoir échanger avec vous, qui êtes un professionnel sur ce sujet, puisque le thème est de plus en plus présent lorsqu'on parle de maisons écologiques, voire de bâtiments et de construction. Est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord pourquoi aujourd'hui il est important de penser le confort d'été dès la conception d'un bâti, d'un futur bâti? On a plusieurs raisons de s'intéresser à cette notion de confort dès la conception. On a déjà un aspect réglementaire, puisque dans la réglementation environnementale 2020, on a une partie des indicateurs qui prennent en compte ce confort d'été et qui viennent notamment pénaliser la partie qui s'appelle le B-bio, donc le besoin bioclimatique, vient être pénalisé si on n'a pas un confort suffisant, dans le sens où la réglementation va prendre en compte un forfait de climatisation. Donc on va déjà se dire que si le confort n'est pas assez bon, on va peut-être un jour installer une climatisation, un moyen de climatiser. Et du coup, ça, c'est la première raison pour laquelle il faut s'intéresser au confort d'été. C'est la partie réglementaire. Mais au-delà de cet aspect, naturellement, on a juste l'aspect du confort et du bien vivre dans son logement, puisqu'on a un certain nombre d'actions qui sont faciles à mettre en œuvre dès la conception et à penser en amont, plutôt que d'essayer de pallier ce problème plus tard. Donc, on a deux volets, l'aspect réglementaire et l'aspect juste confort général et le bien vivre chez soi. Lorsqu'on parle de bons réflexes que l'on peut avoir justement en pratique, vous avez parlé de bioclimatisme, alors vous avez évoqué la question de la climatisation. C'est vrai qu'en construction écologique, le but, c'est évidemment de se passer de climatisation. Quels peuvent être les bons réflexes lorsqu'on pense la conception de son bâtiment, alors que ce soit dans la conception de son bâtiment, mais peut-être aussi dans son environnement lorsqu'il est possible d'agir dessus, ou bien dans quelques équipements qu'on peut installer? Dans le livre que vous avez présenté, qu'on a coécrit avec mes collègues, on a listé 5 commandements qui sont pour nous on va dire des b.a.-ba de la conception intelligente qui permettent d'assurer un certain confort d'été. Donc le premier, et celui-ci est absolument le primordial, c'est la présence de protection solaire extérieure, puisque la première, on va dire, chose à faire, c'est d'éviter de faire rentrer trop de calories extérieures en été via le rayonnement. On a la gestion bien sûr des occultations, on a la modération si possible de ces apports internes, donc c'est-à-dire qu'on évite par exemple quand on est en été de faire des raclettes, des choses comme ça. On a un ajout ensuite d'inertie, parce que quand on a une surchauffe qui arrive, ce qui est important c'est de pouvoir avoir un effet tampon, et pour ça l'inertie est importante, l'inertie côté intérieur. Et enfin, le dernier aspect que l'on mentionne, c'est vraiment la ventilation nocturne. C'est le fait de pouvoir, la nuit, ventiler avec des ouvertures traversantes ou des choses comme ça, pour déstocker l'énergie qu'on a accumulée la journée justement dans notre inertie, et pour éviter d'avoir une surchauffe trop importante. Après, on a un petit bonus, on va dire, qui lui peut être envisagé à tout moment, c'est la présence de brasseurs d'air. Celui-ci permet, on va dire, de supporter des températures de 1, 2, 3 degrés plus élevé que ce qu'on aurait pu supporter sans ce brassard d'air. Et on va dire le caviar là-dedans, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est pas très onéreux, c'est facile à mettre en œuvre. Quand on est en conception, on peut tout de suite se poser la question sous la bonne forme en se demandant où est-ce qu'on va le mettre, est-ce qu'on a la fixation suffisante, est-ce qu'on a l'arrivée électrique. Donc ça, c'est pour nous les 5 bonnes choses à développer. Donc si je récapitule, c'était vraiment la protection solaire, la On peut première. avoir via des protections plutôt extérieures aux vitres, ce qu'on appelle Voilà, parfois des brise-soleil, voilà, brise-soleil, volet, orientables ou pas, mais... voilà, volet roulant, battant, coulissant, BSO, si possible vraiment quelque chose de mobile. Mhm. On sait qu'on a beaucoup pendant un temps apprécié les casquettes en se disant que on dimensionnait les casquettes fixes, du coup par rapport à une certaine date. Mais on se rend compte en pratique que si elles sont mal dimensionnées, elles sont assez vite ineffectives, notamment pour la partie, on va dire, plus de fin juillet, mois d'août. Parce que si on a dimensionné une casquette, on va dire de manière incorrecte, elle va être utile au solstice, mais après, elle perd en efficacité assez rapidement, ou alors il faut la faire très 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 longue, et c'est pas forcément ce qui est recommandé. Voilà, les protections solaires, on limite les apports internes. Bien sûr, il y en a une que je n'ai pas évoquée, mais il faudra la mettre. Enfin, en deuxième, c'est évidemment l'enveloppe thermique performante. Parce qu'on est là, on parle de conception, mais
La première chose à faire, c'est d'isoler correctement et suffisamment. On a des ordres de grandeur qu'on retrouve souvent en construction performante de type bâtiment passif-haute. C'est une résistance thermique de 10 en toiture, par exemple. Des murs avec une résistance de 5, 6, 7 environ. Et un plancher bas avec une résistance d'environ 5, 6, 7. Voilà, c'est des ordres de grandeur à garder en tête. C'est surtout que plus on a une isolation performante et plus ça va nous permettre on va dire, de garder les calories au bon endroit. Alors, bon, sur les 5 principes que vous nous avez rappelés, donc on pouvait citer, penser à des protections solaires extérieures, penser à bien choisir votre enveloppe thermique au moment de la conception, aussi favoriser, si vous le pouvez, évidemment, une végétation autour qui peut apporter aussi davantage d'ombre sur les périodes estivales. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On parle souvent de conception bioclimatique en pensant à mettre certaines ouvertures au sud ou au nord, certaines pièces plutôt au nord. Vous avez parlé à la fin des brasseurs d'air. Est-ce que ce sont strictement ceux qui sont au plafond ou est-ce qu'on peut entendre par là aussi ce qu'on appelle depuis longtemps des ventilateurs? Alors, il y a en France un excellent programme qui s'est intéressé de près à cette technologie qui s'appelle le programme BRAS, qui a été en 2 phases, BRAS 1 et BRAS 2, qui a été financé par l'ADEME et fait par Surya Consultants et LASA Ingénierie, je crois que ce sont les acousticiens. Ils se sont intéressés aux brasseurs d'air et à comment il faut les positionner, les dimensionner. Et ils ont fait toute une étude qui me semble paraîtra très très prochainement en comparant une 50aine de modèles. Et là-dedans, on retrouvera vraiment un détail important sur les vitesses d'air, point par point. Ils ont aussi établi la puissance acoustique. Il y a eu un travail très complet avec un test important. Et entre autres, un des enseignements de ce programme, c'est que vraiment le fait d'avoir un ventilateur au plafond comme ça permet d'avoir une diffusion de l'air beaucoup plus homogène et moins localisée que sur un ventilateur plus classique sur un pied. Et on a non seulement des consommations, il me semble, électriques qui sont plus faibles avec un ventilateur de plafond, parce qu'il est plus grand, plus dimensionné, il tourne plus doucement. On a un bruit moindre, un dérangement aussi en termes de vitesse d'air qui est beaucoup moins important que sur un ventilateur sur pied, qui peut vite se mettre à faire voler des feuilles, de la poussière, des choses comme ça, alors que le ventilateur plafond est beaucoup plus homogène. C'est une solution, on va dire, qui existe depuis vraiment longtemps, le brasseur d'air au plafond, hein, mais il a, à mon sens, un peu un retour en grâce ces dernières années, puisque il permet de se passer de la climatisation, ou alors il permet aussi, si on a la climatisation, je pense à tout ce qui est médical, etc., on peut coupler le brasseur d'air et la climatisation pour permettre une augmentation des températures de consigne de climatisation, vu que le brasseur d'air permet un ressenti de température inférieure. Donc ça veut dire que, je sais pas, par exemple, au lieu de mettre une climatisation à 26, qui est la limite réglementaire, on pourrait la mettre à 27, en brassant plus d'air ou autre. Ça permet aussi de réduire les consommations de climatisation. Dans le cadre d'une habitation, par exemple, le brasseur d'air sera une solution qui est vraiment adaptée à beaucoup, beaucoup d'endroits, sous réserve qu'on y ait un tout petit peu réfléchi en amont. Alors, on sait effectivement avec l'air sur la peau, on peut gagner en tous les cas en ressenti de 3 à 4 degrés, je crois. Si on évoque la question de l'enveloppe thermique, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on appelle la résistance thermique, peut-être que vous nous redirez rapidement de quoi il s'agit. Parfois, il est dit que la construction de paille, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur de votre collègue et père Franck Janin, qui dit souvent la construction de paille avec ses murs si épais permet à la fois une isolation thermique l'hiver parfaite et est en mesure d'assurer un confort d'été à la période chaude. Voilà, si tant est qu'on lui adjoigne aussi des enduits terre, etc., pour gagner justement, vous en parliez tout à l'heure en inertie. Au-delà de la construction paille, si on va au-delà, vous parliez de résistance thermique du toit qui va jusqu'à 10, d'aller rechercher en plancher jusqu'à 5, 6, 7, et puis dans les murs également aux alentours de 6, 7 ou peut-être davantage. Voilà. Comment, quelles solutions peuvent se présenter avec des matériaux écologiques, en tous les cas, pour essayer d'atteindre ces performances? En nous rappelant rapidement quel va être l'intérêt d'avoir une enveloppe thermique importante et notamment, voilà, est-ce qu'il s'agit juste de résistance thermique ou pas? Alors, la résistance thermique, c'est quelque chose qui mesure, on va dire, donc c'est des mètres carrés Kelvin par watt. Ça mesure en fait la capacité on va dire, du mur à se prémunir des échanges par conduction. Plus la résistance thermique est élevée, et plus on a une capacité à conserver une température homogène, et plus ça nous permettra d'avoir une température stable. Comment on peut atteindre cette résistance thermique avec des matériaux qui sont écologiques? On parle par exemple de la toiture. On est en isolation sous rampant au comble perdu. On a des matériaux qu'on retrouve très souvent comme la ouate de cellulose, que ce soit en version soufflée, en version insufflée, donc entre des caissons. Vous avez évoqué la paille naturellement. Il y a d'autres biosourcés comme la laine de bois, par exemple, ou la fibre de bois, qu'on peut retrouver en panneau, en vrac, insufflé. Enfin,
Les technologies sont nombreuses. Vous avez dans votre magazine fait l'étalage de tout ce qui était possible de retrouver, mais on a ensuite des choses un peu moins conventionnelles, comme, je sais pas, je pense à la laine de mouton ou des choses comme ça, mais il y a énormément de matériaux qui permettent d'atteindre des résistances thermiques élevées et on a environ au moins 40 centimètres à mettre en œuvre à chaque fois quand on est sur des Mhm. matériaux biosourcés comme ça, ou peut-être un peu plus en fonction de la conductivité thermique de ces matériaux. On rappelle juste que plus la conductivité thermique est basse, plus le matériau est isolant. Donc c'est le fameux lambda. Et que bien sûr, la résistance thermique est corrélée à l'épaisseur du matériau. Il faut à la fois une épaisseur importante et une conductivité thermique faible pour avoir une résistance thermique élevée. Ensuite, quand on est dans un habitat écologique, on essaye d'avoir des matériaux aussi biosourcés si possible sur les murs. Et là, on retrouve par exemple, soit on peut faire des isolations extérieures en paille, on peut avoir de la fibre de bois en panneau par exemple sur les murs, qui ensuite est support d'enduit ou de bardage. On peut retrouver aussi de la ouate insufflée ou une ossature bois rapportée sur une maçonnerie avec de la laine de bois, puis ensuite une épaisseur soit de fibre de bois qui fera support d'enduit, soit un bardage ventilé. Oui, en tous les cas, il y a beaucoup de solutions qui se présentent dans ce cadre-là. Alors, juste une question, euh, aujourd'hui, dans la construction, il est encore très courant de voir, et notamment sur les isolations des toitures, l'usage de laine de verre et de placo. Pourtant, la laine de verre, si on regarde, elle a un lambda qui n'est pas mauvais. Qui est très bon. Voilà. Alors, comment expliquer qu'on a autant de cas de surchauffe dans les bâtiments modernes et notamment les toitures qui sont isolées en laine de verre? Nous, on a énormément de témoignages de lecteurs ou de lectrices qui ont vécu dans plusieurs logements et c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, est-ce que c'est un ressenti tronqué ou est-ce que finalement, là où un isolant peut être bon en isolation thermique pour l'hiver, il va rencontrer des limites en termes de confort d'été? Alors, à mon sens, on a ces temps-ci, je trouve, un gros biais contre la laine de verre, puisqu'elle a des inconvénients qui sont bien discutables, mais la laine de verre a quand même a une très bonne résistance thermique, une très faible conductivité, donc une résistance thermique très bonne à épaisseur égale par rapport à un autre biosourcé. C'est une réalité physique, hein, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais ce dont elle manque souvent, c'est de masse. C'est un isolant qui est quand même très léger, donc ça a des avantages importants, hein, sur le chantier ou autre, ou en termes de mise en œuvre, mais c'est un isolant qui est léger, donc qui a une capacité thermique qui est plutôt inférieure à celle des biosourcés habituels. C'est souvent depuis ce postulat-là qu'ensuite on commence à parler de déphasage et de choses comme ça, comme étant la chose la plus importante dans le bâtiment. Moi, j'ai tendance à privilégier le fait d'isoler correctement son bâtiment. Et ensuite, une fois qu'il est bien isolé, on rentre dans le détail et on va s'intéresser vraiment au matériau en lui-même en se disant, voilà, celui-ci, je trouve qu'il est trop léger ou autre. Mais taper constamment sur la laine de verre, c'est pas... Ce qui est important, c'est de voir le bâtiment comme un tout. Et à chaque fois qu'on a ce débat, ou que j'entends parler de ce débat sur l'inertie, la laine de verre, le déphasage, les biosourcés sont meilleurs, on a tendance à se focaliser sur une seule chose, c'est juste l'isolant. C'est comme si la maison n'était faite que de cet isolant, alors que pas du tout. Un logement, c'est un tout. C'est des parois verticales, horizontales, c'est des fenêtres, des protections solaires, et c'est aussi et avant tout des occupants. On a tendance à focaliser beaucoup trop sur un seul point de détail et à oublier la vue d'ensemble. Et du coup, quand on oublie de regarder le bâtiment dans son ensemble, on se met à se taper dessus les uns les autres pour savoir cet isolant a un meilleur déphasage que celui-ci, ou ça c'est plus intéressant. Il faut surtout jamais mettre de laine de verre, il faut mettre que de la laine de bois. À mon sens, le débat il est plutôt sur le fait qu'il faut isoler absolument et correctement tous les logements. On fait en fonction de ses capacités financières, de ses connaissances, des artisans qu'on a trouvés aussi. Quand on n'a pas envie, on n'est pas en capacité de faire soi-même son isolation, il faut aussi trouver les bons artisans. Et c'est aussi quelque chose qui est compliqué parfois de trouver quelqu'un qui a historiquement fait beaucoup de laine de verre et de lui faire changer ses habitudes. C'est aussi un frein que j'ai rénové récemment ma maison et c'est aussi quelque chose que j'ai pu rencontrer. Des artisans, il y en a certains qui n'ont jamais mis en œuvre d'autres choses que, on va dire, que de produits iso-verts. Les faire sortir de leur zone de confort, c'est compliqué. Mhm. On a une petite maison schématique qui permet de mesurer un peu les flux qui arrivent sur une maison dans un jour d'été. Et ça nous permet de regarder un peu, voilà, quels sont les flux qui arrivent, par exemple, par les fenêtres, par la ventilation, par les humains, par les murs, par la toiture, et d'avoir des ordres de grandeur pour se dire, voilà, j'ai en tout 100 watts par ici, 500 par là.
j'ai peut-être déphasé un flux qui est tout petit, alors que si jamais j'ai pas mis mes protections solaires en œuvre, je vais rentrer 2000 watts par les fenêtres. Donc d'un coup, déphaser 200 watts alors qu'on a oublié de fermer ses volets, on se trompe de combat. On revient presque à la question de départ en disant que, on va dire, aussi la meilleure enveloppe thermique, ce sera celle qui est à l'intérieur d'une conception globale qui prend en compte les 4 autres éléments que vous avez cités au départ, qui sont évidemment penser à sa protection solaire, penser à la ventilation nocturne, etc. Et donc, on ne peut pas juste se focaliser sur l'enveloppe thermique. Et vous avez prononcé le mot de déphasage. Et effectivement, on voit qu'il y a une appétence à connaître de plus en plus le fonctionnement des différents matériaux. Il y a la notion de perspirance pour une paroi qui est émergente. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de déphasage. S'arrêter sur la question du déphasage quand on va choisir ces matériaux, c'est inutile. Est-ce que ça doit être l'alpha, l'oméga du choix de l'isolant pour garantir son confort d'été? Est-ce que c'est inutile malgré tout de le regarder ou à quelle place il faut remettre cette notion de déphasage? Ce n'est pas inutile de le regarder, mais c'est, à mon sens, certainement pas la première chose qu'il faut regarder. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on a respecté les 5 commandements qu'on a évoqués plus tôt, et notamment le 4e qui est l'inertie. L'inertie vue de l'intérieur. Oui, ce serait intéressant que vous nous redéfinissiez rapidement ce qu'est l'inertie pour les auditrices, auditeurs qui ne connaîtraient pas, pardon, ou qui maîtriseraient mal le terme. On va dire que l'inertie, c'est un comportement dans la maison, c'est est-ce que la température intérieure, elle va varier lentement ou rapidement en fonction de la température extérieure. Donc, si on a une forte inertie, la température varie faiblement et lentement. Si on a une inertie très faible, la température va varier très vite. Donc, on cherche dans une maison classique à avoir une inertie suffisante pour que si d'un coup on a une élévation de la température extérieure, je sais pas, on est en été, le matin il fait 20 degrés là, et d'un coup on se retrouve à 35 vers 13-14 heures. On veut surtout pas que la température intérieure fasse le yo-yo. On veut qu'elle puisse augmenter un petit peu et se stabiliser. Puis ensuite, la nuit, on fait de la ventilation nocturne, elle rebaisse. Donc le déphasage, c'est quelque chose qui est presque à la mode, on va dire. On entend beaucoup ce terme. Il faut s'y intéresser, mais plutôt une fois qu'on a coché donc la case des 5 commandements, on s'y intéresse à la fin, quand on a bien isolé et qu'on est sur la finalisation des choix de matériaux et qu'on est vraiment sur le détail, qu'on s'intéresse au détail. Mais par exemple, il faudra toujours mieux mettre des volets extérieurs plutôt que s'intéresser au déphasage de son isolant de toiture. Parce que si vous oubliez de fermer vos volets, peu importe que vous ayez une laine de bois hyper dense avec beaucoup de capacité calorifique, c'est pas du tout ça qui va vous permettre d'avoir un confort important, alors que fermer ses volets, déjà, vous allez couper une quantité de chaleur par rayonnement très importante. Donc, le déphasage, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est important, mais ne perdons pas la vue globale de le bâtiment, c'est un tout, et c'est pas juste un isolant de toiture qui fait 80 kg au mètre cube au lieu de 12 pour une laine de verre, par exemple, ou du polyuréthane. Donc, vous parliez d'inertie. On sait que des matériaux qui ont des masses volumiques assez importantes permettent de faire gagner en inertie à l'intérieur d'une maison. Quels matériaux on peut faire entrer, selon vous, dans la maison, qui sont aujourd'hui faciles d'accès et qui permettent de gagner en inertie à l'intérieur d'un bâtiment, d'un logement? Alors, la masse volumique, c'est une des composantes, mais il faut toujours la coupler avec la capacité thermique massique, qui elle est en watts par kilo par degré. Et la multiplication de la masse volumique par la capacité thermique, ça nous donne la capacité thermique volumique en watts par mètre cube par degré. Donc, par exemple, l'eau a une masse volumique de quasiment 1000 kg au mètre cube, une capacité thermique massique de 1,16. Donc, ça veut dire que sa capacité thermique volumique est de 1160 Wh par mètre cube par degré. Ça veut dire qu'il faut 1,16 kWh d'énergie pour élever une tonne d'eau de 1 degré. Alors que si on prend l'air, qui du coup est très léger, on a 1 kg par mètre cube environ, et une capacité thermique très faible, il faut quelques wattheures pour élever 1 mètre cube d'air. On ne peut pas vivre dans un aquarium. Non, tout à fait, mais par exemple pour des murs, Oui. vous avez évoqué des matériaux. Ce qui est important, c'est d'avoir des matériaux qui ont une masse volumique importante, mais aussi qui ont une capacité, qui peuvent aussi stocker de la chaleur, qui ont une capacité thermique qui est importante, capacité thermique massique. C'est pour ça que le Fermacell, par exemple, il a une capacité thermique massique qui est intéressante et qui est un peu plus élevée que celle du placo-plâtre traditionnel, le BA13 que l'on retrouve un peu partout. Donc on cherche à avoir de l'inertie toujours côté intérieur de la maison, donc avec l'isolant qui soit côté extérieur et la masse, l'inertie côté intérieur pour pouvoir stocker cette énergie en plus. Il y a des dizaines de manières d'apporter de l'inertie.
Après, on a aussi des fois des contraintes quand même de coût, parce que si, par exemple, on est dans une ossature bois et on veut apporter de l'inertie, ça va peut-être faire dimensionner différemment les fondations, c'est plus cher. Donc c'est toujours une question de trouver le couple inertie-isolation aussi qui va bien. Tout cela sans occasionner de surcoût trop important, ou du coup, quand on a, entre guillemets, apporté de l'inertie à l'intérieur, on essaye de la laisser accessible. Par exemple, on va essayer de limiter les revêtements qui seraient trop isolants côté intérieur. Pour le sol, par exemple, le carrelage permet un meilleur accès à l'inertie d'une chape en dessous qu'un parquet bois. Et aussi, on essaie de la répartir le plus possible dans la maison. Donc, avoir un mur, par exemple un refend qui sera très lourd, en pisé, en terre crue, en béton branché, peu importe, c'est une bonne chose, mais si c'est la seule inertie de la maison, ça ne devrait pas être suffisant. Elle sera quand même très localisée, cette inertie. Pour peu qu'elle soit trop épaisse, on n'arrivera jamais à charger complètement, entre guillemets, cette masse inertielle. Alors que si on a fait un travail global, en mettant de l'inertie dans chaque cloison, dans chaque doublage, au plafond, par exemple, c'est là où, on va dire, là où on pourra le plus facilement charger la masse. Ce qu'on cherche à éviter, c'est d'avoir l'inertie à un seul endroit et avoir de l'inertie mais pas accessible finalement, parce qu'il y a des matériaux devant qui empêchent les calories de rentrer dans cette inertie. Ok. Le dossier de l'été dernier était consacré aux maisons légères. Donc, sont souvent de petits habitats. Et dans ces petits habitats, et notamment dans la construction bois, il est compliqué d'atteindre un confort d'été. Est-ce que vous avez des conseils un peu pratiques à donner? Est-ce qu'il est possible d'atteindre un confort d'été dans les petits habitats ou structures légères? Et quels seront les premiers réflexes à avoir, soit en termes de conception, soit au moment de la construction ou de la rénovation de ce type de logement? Alors, pour les habitats légers, du coup, ils ont peu de masse, voire pas de masse du tout. Donc, c'est compliqué pour eux de venir absorber les calories qui pourraient rentrer. On va juste Donc, rappeler que c'est souvent parce qu'ils sont détachés du sol, ils ne peuvent pas profiter de l'inertie, enfin en tous les cas de la terre directement, et que également ce sont souvent des structures bois, et on sait que la structure bois par nature est plus légère qu'une structure en bloc béton ou en terre, et donc voilà, enfin là il faut aller gagner d'inertie dans ces cas-là, quoi. après, ça dépend de quel habitat léger on parle. Par exemple, je pense aux tiny house, qui sont maintenant un peu plus démocratisés qu'il y a quelques années. C'est des habitats, du coup, qui sont très contraints, ne serait-ce que par le poids qu'ils peuvent atteindre, puisqu'il faut qu'elles soient transportables. Elles ont une certaine largeur, une hauteur maximale, etc. Donc, ça veut dire que si on veut une surface habitable maximale, on va essayer de limiter le plus possible les épaisseurs de murs, de planchers et autres, pour pouvoir que ce soit pas trop lourd et pas trop haut, tout en gardant une bonne habitabilité. Et donc, on essaye souvent, dans des cas comme ça, de se préoccuper principalement, il faut bien gérer ses protections solaires dans ces habitats-là. Il faut des protections solaires, déjà, c'est la première chose extérieure, comme dans les logements plus traditionnels. Il faut s'en servir. Après, à mon sens, dans des habitats comme ceux-là, il faut accepter que la journée, la température va monter. Parce que même si on a isolé un peu correctement, on aura tellement peu de masse qu'on ne pourra pas, ou très difficilement, absorber l'augmentation de température intérieure dans un placo, dans un fermacelle ou autre. Et donc, il faut savoir que ça va chauffer un peu, mais du coup, la nuit, quand il fera plus frais, ça redescendra plus vite. Donc, c'est un compromis qui, à mon sens, doit être présent, on va dire, à l'esprit des concepteurs et des utilisateurs, des acheteurs de ce genre d'habitat, on va dire, parce que on ne pourra pas faire aussi bien que sur une maison, même si j'entends déjà les fabricants venir me dire que si, on peut faire quelque chose de très confortable. On a fait plusieurs simulations, on a essayé de retourner le problème dans à peu près tous les sens. Et en tout cas, par exemple, pour des tiny house, on a beaucoup de mal à faire quelque chose de confortable l'été, mais en même temps, il faut garder à l'esprit qu'est-ce qu'une tiny house? C'est quand même un habitat qui est petit, léger, mobile. On doit faire des sacrifices. Et l'été, c'est pas un endroit, je pense, où on va vivre à l'intérieur de la journée. C'est ça aussi, c'est OK, il va faire chaud dedans, mais moi, où est-ce que je serai? Je serai peut-être dehors, où j'aurai une pergola extérieure, une tonnelle. La question de l'usage aussi, elle est prépondérante, puisque s'il fait Mhm. chaud dans une maison, mais qu'on n'est pas là pour ressentir cet inconfort, à la limite, c'est pas si grave. Juste que oui, le soir, on va rentrer, et même si on a tout fait correctement, il fera chaud, peut-être même aussi chaud que la température extérieure, mais dès que la température extérieure retombe, la température intérieure, elle aussi, va chuter très vite, puisqu'on n'a aucune inertie. Et comment on ramène de l'inertie dans un habitat comme ça? Par exemple, faire un doublage en fermacelle, vous avez évoqué tout à l'heure un peu en rigolant, mais l'aquarium, mais c'est quelque chose qui apporterait de la masse, un aquarium, par exemple, si ça fait 200 litres, hein. Au début, en tout cas, ça apporterait une certaine inertie. Mais c'est compliqué, je pense, de trouver un moyen de ramener une inertie intéressante
sans sacrifier la transportabilité ou les choses comme ça. Si on parle d'un habitat qui est plus sédentaire, je sais pas, une yourte par exemple, ou autre, ou des maisons un peu plus petites, là, on peut, dans ces cas-là, envisager de mettre un peu plus d'inertie, mais à mon sens, il faut accepter que ce sera pas aussi confortable, je pense, qu'une maison qui sera un peu plus lourde, voilà, et un peu plus Mhm. isolée, type maison passive en paille. Mhm. Donc, Nicolas Janin, bah, je vous remercie pour cet échange. On a noté les réflexes, surtout la conception est importante et les usages le sont également. Si on pouvait résumer cette question du confort d'été, est-ce que c'est un début d'approche? Et les Je, conceptions et usages? je pense que c'est une bonne façon de résumer. Et il ne faut pas oublier que nous sommes les premiers acteurs et les premiers utilisateurs de nos bâtiments, donc c'est à nous de nous saisir de ces problèmes-là de surchauffe et d'inconfort et d'essayer d'avoir des actions, même qui paraissent banales, mais qui peuvent nous aider à vivre correctement dans nos logements. Merci de m'avoir interviewé aussi. Et de rien, et à bientôt.